ma carrière, c'est une carrière tout à fait classique, hein. Heu, licence d'espagnol, Hippocagne Cagne à Alger, licence d'espagnol à Alger, CAPES et agrégation d'espagnol à Poitiers et ensuite lectorat en Espagne pendant 3 ans pour enseigner la littérature française, 2 ans de chercheur au Centre de la Renaissance où j'ai rédigé ma thèse de 3e cycle sur Don Quichotte et ensuite, après un bref passage dans un lycée, recrutement à l'université de Tours comme assistant à l'époque en 1970. Depuis 1970, je suis resté toujours à l'université de Tours en montant l'échelle, assistant, maître de conférence, professeur émérite, professeur à la retraite. Donc actuellement, je suis professeur à la retraite, professeur des universités de l'université de Tours. Le titre de ma thèse, la personnalité dialectique de Don Quichotte, alors qui a été soutenue en 1965 pour la thèse de 3e cycle et en 1994 pour l'habilitation qui avait pour titre Forme et fonction du discours autobiographique et audiovisuel. La thèse du 3e cycle a été soutenue au Centre de la Renaissance de Tours en 1965 devant un jury composé de Pierre Ménard, le philosophe, Ricard et André Saint-Lut, Robert Ricard et André Saint-Lut. L'habilitation forme et fonction du discours autobiographique et audiovisuel, soutenue en septembre 1994 à l'université de Dijon, avec un jury composé en décembre 1994, composé de Claude Allègre, Emmanuel Larraz, Yann Lavaux, Guy Mercadier, Marie-Claire Zimmermann. Ces 5 professeurs représentant les 5 champs principaux de ma recherche depuis toujours, l'autobiographie avec Guy Mercadier, le cinéma avec Emmanuel Larraz et la poésie avec Marie-Claire Zimmermann. Voilà. Et depuis, j'écris toujours sur ces différents champs. Quel est l'élément déclencheur qui a motivé le sujet de ta thèse? Les sujets, l'élément déclencheur de mon mémoire de maîtrise et de ma thèse de 3e cycle, c'est mon professeur d'Alger, le professeur Charles Marcilly, extraordinaire professeur, maître, auquel, tremblant, je proposais un sujet sur Don Juan, et il m'avait répondu: c'est trop traité, je vous propose un sujet sur Don Quichotte. Je lui avais balbutié: ça me paraît aussi beaucoup traité, monsieur, et il m'avait répondu: pas ce que je vous propose. Et il m'avait dit: à mon avis, Don Quichotte est un immense roman nocturne. Vous allez donc faire des fiches sur la nuit, le jour, le matin dans le Don Quichotte, et vous verrez, les petits paquets de fiches seront beaucoup plus nombreux pour la nuit. Voilà, comme ça c'est parti pour Don Quichotte. Et ensuite, sous l'effet du professeur Ménard et du professeur Saint-Lut, j'ai étudié la personnalité de Don Quichotte. L'habilitation, ça correspond à tout ce que j'ai fait à l'université. Très vite, je me suis penché vers l'écriture du moi, l'autobiographie, en Espagne, en France. J'ai étudié longuement Marguerite Yourcenar, qui a été un objet d'étude et qui est encore un objet d'étude très constant chez moi, avec la logique que c'est toujours l'autobiographie. Et le cinéma aussi, j'ai participé à l'aventure avec Emmanuel Larraz et d'autres de l'épreuve de cinéma à l'oral du CAPES depuis 1987 jusqu'à ce que cette épreuve soit diluée dans une épreuve de commentaires pédagogiques. Et je me suis intéressé également à la presse, parce que j'ai toujours aimé la presse. J'ai enseigné le discours de la presse, écrit de nombreux articles sur la presse, publié un livre sur la presse quotidienne espagnole. Et voilà, donc ça fait pas mal de champs de travail pour occuper toute une carrière et toute une vie. Maintenant, là, depuis que je suis à la retraite, depuis 2006, je me penche essentiellement sur l'autobiographie et la critique littéraire, ayant laissé de côté, pour des raisons je ne l'enseigne plus, le cinéma et la presse en tant qu'étude. Mais
je me consacre beaucoup à Marguerite Yourcenar, aux écrivains espagnols comme Umbral et euh, au, au discours de l'autobiographie. D'accord? Il y a la critique littéraire. Je fais beaucoup de critiques littéraires, ce qui me permet d'exercer ce que j'ai toujours aimé, c'est-à-dire l'écriture en toute liberté, ce qui n'était pas le cas toujours à l'université. On est toujours pris dans des carcans, des obligations, des normes que l'on n'a pas dans les revues de critique littéraire. Voilà. Parfait. Peux-tu nous dire en quelques phrases ce que tu as cherché à démontrer dans ta thèse? Autrement dit, quelle était ta thèse? Mais la thèse était que Don Quichotte était un personnage complexe, pas un fou, bien entendu, mais qui était un personnage qui présentait des caractères qui permettaient de l'étudier selon les normes de la caractérologie moderne. Donc Cervantes étant un précurseur, puisque déjà dans l'examen des esprits, le grand texte espagnol, il y avait un certain nombre de critères de la caractérologie moderne. Donc j'ai étudié Don Quichotte, le personnage de Don Quichotte, selon ces critères. C'est pour cela que le professeur Ménard, qui était un philosophe, m'avait dirigé de très près dans cette thèse. Et pour l'habilitation, c'était essentiellement mes travaux sur le discours du moi, discours du jeu, dans la littérature espagnole, hispanique, et dans la littérature française, essentiellement Marguerite Yourcenar, Annie Ernaux et quelques autres. Donc la thèse, c'est que Don Quichotte est un personnage euh, euh, libre, puisqu'il s'autodétermine, il s'auto-nomme, s'auto-baptise, et c'est une défense de la liberté, la trajectoire de Don Quichotte, et on peut considérer, c'était la conclusion un peu audacieuse, que Don Quichotte se suicide à la fin, meurt volontairement parce qu'il a échoué dans sa tentative de réformer le monde et de défendre la justice. Et quant au discours autobiographique, c'est analyser ce qui est très enfin très en vigueur depuis longtemps en France, depuis les années 70 en France, avec le pacte autobiographique de Philippe le Jeune, et en Espagne depuis la mort de Franco, avec l'éclatement de la liberté d'expression, étudier ce discours du jeu, du moi, dans la littérature contemporaine. Voilà. D'accord. Je voudrais revenir sur ces fiches que tu devais faire sur le jour et la nuit. Et donc, il y avait vraiment beaucoup plus de fiches sur la nuit. Ah oui, l'intuition de Marcilly était extraordinaire. J'avais une pile de fiches pour la nuit bien plus importante que pour le jour, ce qui explique que le roman Don Quichotte est un roman nocturne, d'où les magnifiques illustrations de Gustave Doré d'ailleurs, qui sont nocturnes, hein, et ce qui explique l'ambiguïté de la réalité, parce que la nuit on ne voit pas bien, tout est ambigu, énigmatique. Donc là j'avais trois piles très inégales, et comme anecdote, quand j'ai pris l'avion en 1962, Alger-Marseille, dans un retour précipité et chaotique de ce pays que l'on disait français, j'avais seulement dans ma valise mes petites fiches du mémoire de maîtrise que j'avais entamé à Alger. La seule chose que j'ai sauvée de ma bibliothèque, mais qui m'a permis de continuer et de reprendre mon mémoire de maîtrise, de le terminer au Centre de la Renaissance et ensuite de le présenter. Et tu as encore ces fiches? Est-ce que tu les as encore, les fiches? Je dois les avoir. Je ne sais plus où elles sont, mais je dois les avoir. Ouais. D'accord. Je ne crois pas les avoir jetées, non, non. Ben non, si elles ont Elles du sont, temps. elles sont manuscrites, hein. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Je dois les avoir dans une partie cachée de ma bibliothèque au milieu de 300 livres. Mais D'accord. c'est loin tout ça, oui. Mis à part les personnes que tu as évoquées, est-ce que quelqu'un d'autre a joué un rôle essentiel d'un point de vue intellectuel ou pédagogique dans la rédaction de ta thèse? Oh, dans la rédaction de ma thèse, quand on rédige la thèse, comme tu sais, on est seul, hein. La rédaction elle-même. Après, le professeur Saint-Lut, André Saint-Lut, qui est un professeur très sérieux, très rigoureux, me relisait régulièrement les pages. Le professeur Ménard me dirigeait plutôt vers l'analyse caractérologique, philosophique du personnage. Donc, je peux dire que c'est Marcilly
qui m'a vraiment marqué au point de vue intellectuel pour l'étude de Don Quichotte, et ensuite Saint-Luc qui m'a vraiment guidé dans l'élaboration du plan, les chapitres, la technique de la thèse. Le professeur Ménard étant plus distancié de cela. Et ensuite, pour l'autobiographie, il faudrait rendre hommage à Guy Mercadier, qui est un professeur que j'avais eu à Alger également, et qui était donc devenu professeur à Aix-en-Provence, un grand spécialiste d'autobiographie, qui a fait beaucoup de colloques sur l'autobiographie et qui m'a toujours été un conseiller attentif, sympathique, attentionné, hein, de mes écrits sur l'autobiographie, et qui m'a beaucoup aidé et influencé. D'accord. Enfin, Philippe Lejeune, quand même, Philippe Lejeune, avec lequel je n'ai pas de relation personnelle, comme avec Guy Mercadier, mais qui a été quand même le pape de l'autobiographie en France et que je suis depuis des années. Je lis ses livres, je participe à son groupe de recherche, son groupe l'APA, l'Association pour l'autobiographie, et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté par le sérieux de son travail sur l'autobiographie en France. C'est lui qui l'a lancé en 1975 avec le fameux livre Le Pacte autobiographique. D'accord. Est-ce que tu te souviens des plus grandes difficultés rencontrées pendant la thèse? Oh ben, les difficultés pendant la thèse, c'était une fois qu'on a trouvé le sujet, c'est important quand même, la grande difficulté, ça a été de mener de front, c'est pas original, hein, de mener de front l'enseignement à l'université et la rédaction de la thèse. Parce que je fais partie d'une génération pour laquelle on rédigeait la thèse pendant l'enseignement, on entrait assistant sans thèse. Et donc on avait en même temps la charge très lourde de mener l'enseignement en première année, deuxième année, troisième année, CAPES, agrégation, tout jeune enseignant, ce qui était passionnant, et en même temps, dans une autre vie nocturne, il fallait rédiger une thèse ou des articles ou de la recherche, et ça a été la plus grande difficulté. En plus, on avait au même moment, pour sauver l'hispanisme, comme on disait, surtout à Tours, qui était une jeune université, un jeune département, dirigé par Augustin Redondo, on avait des charges administratives. Donc il fallait en même temps enseigner, faire la recherche et gérer des budgets, des départements, des commandes de bibliothèques, des programmes Erasmus, des directions de thèse, etc., etc. Donc c'était plus lourd. Le plus facile finalement, c'était l'écriture et là, le corps à corps avec les textes. Mais il fallait trouver le temps. Bien sûr. Qui étaient les professeurs composant ton jury de thèse? Est-ce qu'il y a eu, pardon, j'ai pas compris. Qui J'ai étaient pas les entendu. professeurs composant le jury pour la thèse? Alors pour la thèse de troisième cycle, c'était Pierre Ménard, donc le directeur, hein, du Centre de la Renaissance, où j'étais pendant 2 ans chercheur au Centre d'études supérieures de la Renaissance de Tours, très bon centre. Il y avait également Robert Ricard, grand hispaniste, et, André Saint-Luc. Voilà. Pour l'habilitation, il y avait toute une panoplie de professeurs qui correspondaient aux différents champs de mes articles, de mes études. Et il y avait donc de mémoire Eliane Lavaux de Dijon, Emmanuel Larraz de Dijon pour le cinéma, Marie-Claire Zimmermann pour la poésie, Guy Mercadier pour l'autobiographie, et je crois que je n'en oublie pas, j'étais quatre professeurs qui correspondaient à chacun de mes champs d'études. Et cela a été soutenu à l'université de Dijon, Bourgogne. D'accord. D'une manière générale, quel souvenir gardes-tu du jour de la soutenance? Ben, la soutenance à Dijon, c'était beaucoup plus serein que la thèse de troisième cycle où j'étais jeune. Je n'étais pas entouré, je n'avais pas de poste officiel. J'étais vraiment un chercheur électron libre, protégé, bien entendu, soutenu comme un père pour le professeur Ménard, mais enfin, quand on se retrouve devant André Saint-Lut, Robert Ricard, grand hispaniste à l'époque, on a une bonne trouille, ce qui fait du bien.
Mais bon, là, je m'étais dit: «Là, je joue mon avenir parce que si je suis collé ou si je n'ai pas la mention la supérieure, la meilleure mention, je vais avoir des difficultés». Par contre, pour l'habilitation, c'était beaucoup plus serein parce que j'avais écrit, j'enseignais depuis plus de 20 ans, j'avais un certain statut, à l'université et au fond, c'était la récompense administrative et non pas intellectuelle, puisque tout ce que j'ai présenté, je l'avais, écrit, sauf la fameuse réflexion sur ma recherche qui était imposée pour la soutenance de l'habilitation à la recherche, exercice qui au départ m'avait paru ennuyeux ou inutile et qui m'a intéressé finalement puisque ça m'a obligé à, pratiquement au milieu de ma carrière, à réfléchir sur ce que j'avais fait, pourquoi je l'avais fait, comment je l'avais fait, ce que l'on ne fait jamais. On avance toujours un peu les yeux fermés dans une forêt. Et là, ça oblige à revenir comme quand on revient sur un sentier. Au retour, c'est pas le même qu'à l'aller, hein, en montagne. Et là, j'avais compris ce que certains appelaient la dispersion de mes recherches, le chaos de mes recherches, chaos, CHAOS. Hein. Parce que très souvent, quand on étudie plusieurs champs, on se fait traiter de, de dispersé, de dilettante, n'approfondit pas. Moi, j'ai toujours revendiqué, non pas la dispersion, mais la variété, la multiplicité, la, la complémentarité des champs. Donc, quand j'étudie Marguerite Yourcenar, dans son aspect autobiographique essentiellement, je n'ai pas l'impression de m'éloigner de l'aspect autobiographique de chez Francisco Umbral ou Juan Gotisolo. Donc l'autobiographie n'a pas de patrie. Hein. Donc j'ai étudié, j'ai écrit des centaines de pages, écrit un livre entier sur Marguerite Yourcenar, qui dans l'hispanisme n'était pas considéré comme scientifiquement admissible, mais qui pour moi était un grand apport et une belle aventure intellectuelle. Donc oui, la soutenance était il y avait moins d'angoisse, moins d'anxiété, puisqu'après tout, j'étais maître de conférence et j'aurais terminé maître de conférence, j'aurais continué à écrire de la même façon. Donc, le poste de professeur m'intéressait non pas pour la gloire ou le statut financier, très médiocre d'ailleurs, le supplément financier, mais il m'intéressait surtout pour pouvoir diriger des thèses officiellement, ce que je faisais officieusement depuis longtemps. Mais j'en avais assez de diriger officieusement des thèses que dirigeaient officiellement d'autres, et c'est moi qui faisais le travail. Donc je préférais, avec le poste de professeur, assurer par le statut officiel une direction de thèse. J'en ai dirigé quand même en France une bonne dizaine, ou plus même, et en Algérie, j'ai dirigé une bonne quinzaine de thèses depuis cette époque. Donc une certaine trouille à Dijon, mais moins d'angoisse de jeunes chercheurs en 65. Bien sûr. Dans quelle mesure la personne que tu es aujourd'hui a été modelée par les recherches entamées pendant la thèse? Oh ben, les recherches entamées pendant la thèse m'ont construit, c'est évident, hein, parce que, le fait des Don Quichotte, que pour mon avis est un chef-d'œuvre absolu et qui il y a tout dans le Don Quichotte, donc je pense que toute personne qui étudie le roman contemporain devrait étudier à fond le Don Quichotte, première et deuxième partie, puisque donc Cervantes a imaginé le personnage qui s'autoproclame, le lecteur, le personnage qui rencontre ses lecteurs dans la deuxième partie, la multiplicité des voies narratives, l'arrêt sur image dans certains passages. Bon, donc, en étudiant Cervantes, on étudie à peu près tous les ressorts du roman contemporain. Donc ça m'a formé beaucoup. Ensuite, le cinéma m'a beaucoup marqué, l'aventure du cinéma à partir de 87, si je me souviens bien, 84 même, avec Larraz et d'autres, quand ils ont mis au programme du CAPES une épreuve à l'oral facultative, parallèlement à l'épreuve de littérature. C'était Élise ma vie de Saola. Ça a été une aventure extraordinaire puisque cette option est devenue une obligation pour ceux qui la prenaient en tous les cas. Et ensuite, heu, cette épreuve s'est développée et nous a obligés pendant plus de 30 ans à étudier à fond le cinéma espagnol contemporain. Mais là aussi, quand on étudie le cinéma, on étudie le discours filmique, il n'y a pas de discours filmique espagnol, il y a un discours filmique en soi.
Et moi, quand j'étudiais, je donnais des cours de cinéma, ce qui m'a passionné, à l'université de Tours ou de Corté en Corse, j'étudiais pour le, le plan, la notion de plan, j'étudiais l'accord de Hitchcock, qui est un seul plan, un film constitué d'un seul plan. Donc là aussi, il y avait cette complémentarité entre l'étude du discours filmique français et international. Donc ça m'a beaucoup appris. J'avais toujours aimé la presse, lire, écrire des articles, je l'ai fait, dans Combat, dans le Quotidien de Paris, comme freelance, hein. J'avais même rêvé de devenir journaliste professionnel, mais des raisons financières, bon, le Quotidien de Paris ne gagnait pas beaucoup d'argent, pour dire qu'on ne gagnait rien. Donc je préférais un peu lâchement garder mon poste de professeur à l'université pour vivre, survivre. Mais j'ai continué à faire des articles, à étudier la presse, à donner des cours de presse. Donc ça, c'est une série de passions. Une série de passions, passion de la littérature, passion du cinéma, passion de la presse, passion de Yourcenar, passion de l'écriture, puisque depuis que j'ai pris ma retraite, j'écris autant, sinon plus, que quand j'étais en activité, puisque j'échappe à toutes les lourdeurs d'un poste titulaire. As-tu relu ta thèse? Non, non, non. Quand je relis mes textes d'il y a 20 ans, je suis effrayé, au contraire. Je suis effrayé parce que je dis que c'est pas bon, j'aurais dû dire autre chose, c'est maladroit. Il ne faut pas oublier que nous sommes passés, ma génération, de l'écriture manuscrite ou dactylographiée à l'informatique. Et ça, c'est une révolution, puisque ma thèse, je l'avais écrite à la main, je donnais à taper mes pages à une dactylo, que je payais, et donc je faisais attention, parce que toute page que je raturais, il fallait à nouveau la payer, la dactylographier, la payer. Donc il y avait une sorte de lourdeur, de paralysie, enfin, d'angoisse de l'écriture, parce que on ne pouvait pas revenir sur ce qu'on avait écrit, sauf se ruiner. Et le passage à l'informatique a fait que on a cette liberté extraordinaire de corriger ses textes, de revenir sur eux, d'arriver à l'heure au colloque avec le texte terminé, parce qu'on a eu le temps à l'informatique de. Très souvent, je disais jamais je n'écrirai directement à l'ordinateur. Je crois qu'il faut supprimer notre langage l'adverbe jamais d'ailleurs, puisque depuis quelques années, je suis venu à l'écriture directe à l'informatique à partir de notes manuscrites, certes, mais quand même, j'écris maintenant beaucoup plus vite et je corrige plus vite mes textes avec l'ordinateur. Donc là, il y a eu, en plus dans le cinéma, nous avons eu cette révolution. On a eu la chance d'avoir plusieurs révolutions parallèles. Bon, l'informatique a renforcé quand même la recherche. Euh, Wikipédia, Google, on obtient tout de suite tout ce qu'on veut quand on recherche. On ne passe pas 1 heure à 4 pattes à chercher dans un dictionnaire. Et pour le cinéma, moi, mes premiers cours, on était obligé de passer des films avec des appareils, les bobines. On ne pouvait pas arrêter l'image. Et la grande révolution à partir des années 85, ça a été le DVD, enfin les bandes qu'on pouvait arrêter, on pouvait arrêter sur l'image. Les grands maîtres de l'analyse filmique ne pouvaient pas arrêter l'image. Donc ils analysaient un film en le voyant 3 ou 4 fois ou 5, 6 fois, mais ils ne pouvaient pas arrêter l'image. Alors que nous, on arrêtait l'image et on pouvait arrêter un plan et l'étudier pendant 2 jours, sous tous ses aspects. De même à l'oral du CAPES, on arrêtait les images et puis on demandait aux candidats d'analyser non pas le thème seulement, mais aussi le discours filmique au sens propre du terme, qu'on analyse les mots dans une phrase. Donc là, cette double révolution, l'informatique et les cassettes vidéo, et puis le DVD, et l'accès maintenant facile au DVD. Je me souviens m'être ruiné en Espagne pour acheter des DVD, des cassettes vidéo que certains margoulins nous facturaient très cher pour avoir les films espagnols de Saola et d'autres, hein, alors que maintenant on les trouve dans n'importe quel catalogue ou Corte Inglés en 5 minutes. Voilà, donc ce sont des progrès, mais tout en étant toujours sous la merci de la sanction. Enfin, c'est pas bon ce qu'on écrit, mais oui, je relis pas beaucoup ce que j'ai écrit, parce que quand je relis, je m'effraie un peu, quoi. On n'est Et jamais trop. je trouve meilleur ce que j'écris aujourd'hui que ce que j'écris il y a 20 ans. Peut-être faux d'ailleurs, mais enfin, c'est une impression que j'ai, quoi. C'est rassurant. C'est rassurant, oui. Oui, le contraire serait plus dramatique, oui. Quel conseil donnerais-tu à de jeunes doctorants? Ne pas trop manger,
ne pas boire, considérer que pendant 2 ans ou 3 ans, il n'y a pas trop de loisirs, de voyages, de week-end, d'amour, il faut, se consacrer totalement. Parce que moi, ce que j'ai constaté quand j'écrivais le soir ma thèse, après une journée de travail, de cours, de réunions, de palabres, de négociations, de pression pour avoir, un petit budget, quand je rentrais, j'étais déconnecté de ce que j'avais écrit la veille, il fallait que je reparte à zéro. Enfin, et ce redémarrage constant est épuisant. Donc, quand on fait une thèse, il faut, je pense, se consacrer complètement à elle. Il y a maintenant des postes d'ATER, des postes qui le permettent. Il n'existait pas à l'époque d'ailleurs, parce qu'on faisait la thèse en même temps qu'on enseignait totalement, les fameuses 192 heures à l'année. Et donc, oui, sans tomber dans le misérabilisme, mais moi, quand j'étais au centre de la Renaissance, j'ai passé 2 ans avec une bourse très, très médiocre. Je mangeais au restaurant universitaire, je me payais un repas par semaine au restaurant parce que je donnais des cours particuliers à une charmante jeune fille, et je rigolais avec les copains. Mais on rigolait entre nous, en prenant un café ou dans nos chambres. On n'allait pas beaucoup au spectacle, c'était cher. Enfin, on ne voyageait pas. Enfin, on n'achetait que les livres, on consultait les livres en bibliothèque. C'était une licence assez monacale. Mais une fois qu'on a fini, on peut se consacrer à autre chose, on est heureux quand même. Il ne faut pas surtout que la thèse devienne une sorte d'obsession et de traumatisme quand on ne la réussit pas. Alors ça, là, il faut abandonner. Il ne faut pas que ça devienne une sorte de poids. Et il ne faut pas non plus que ça tue complètement la vie. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. C'est pas facile. Est-ce que tu pourrais nous lire la première phrase de ta thèse? Oh, là, c'est sur des fouilles. Alors, Don Quichotte. J'ai même pas une copie imprimée. Je voulais la publier, puis je ne l'ai jamais fait. Alonso Quijano est fils de son temps, un homme de chair et d'os, qui naît gentilhomme campagnard, de ceux qui ont lance au râtelier, targe, antique, etc. Pourtant, ce n'est qu'à 50 ans que cet Alonso Quijano, dit le bon, décide de se métamorphoser en Don Quichotte de la Manche et de partir à l'aventure sur les routes poussiéreuses de la Manche. Pour comprendre une décision si inattendue, nous allons essayer de déceler à travers l'analyse des caractéristiques de sa vie ce qui peut expliquer un engagement aussi tardif et curieux. Voilà. Tu pourrais la commenter. Pardon? Est-ce que tu pourrais commenter cette première phrase, nous dire ce que tu en penses? Ben, la première phrase, c'est le départ de considérer Don Quichotte comme un personnage réel et non pas comme un personnage de fiction. C'est-à-dire quelqu'un qui va partir avec une vocation tardive, 50 ans quand même, et qui va avoir toutes les caractéristiques non pas de la folie, mais de la lutte pour la générosité, pour la justice, euh, euh, la démocratie, le contraire de l'oisiveté du lecteur qu'il était. C'est-à-dire qu'il va essayer de construire dans ces différentes batailles un monde meilleur, un gouvernement, comme il fait avec Sancho Panza, où Cervantes, à travers lui, ébauche une théorie de la justice, de la bienveillance, de la démocratie. Donc c'est ce côté caractériel, au sens vrai du terme, qui m'avait intéressé, c'est-à-dire d'où l'intérêt de la philosophie, d'un professeur de philosophie, puisque je le prends comme le fameux livre L'examen des esprits, c'est-à-dire quelqu'un que l'on peut étudier de point de vue caractérologique. C'est ça, surtout, qui m'a intéressé. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ta thèse?
ou on en a un? Non, 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 c'est du passé, mais à vrai dire, heu, la connaissance approfondie, parce que quand même pendant des années je l'ai étudié, c'était mon compagnon de quotidien, la connaissance du Don Quichotte, je pense est fondamentale pour, connaître le roman contemporain, l'évolution du roman, l'analyse narratologique, puisque Cervantes a tout inventé, le premier. C'est le premier grand roman moderne, puisqu'il y a, un personnage qui s'autoproclame, qui s'auto-baptise, un personnage qui rencontre ses lecteurs dans la deuxième partie, un personnage qui est mêlé à d'autres histoires, des nouvelles interpolées. Il a inventé l'arrêt sur image quand l'épée se lève et qu'il remet à un chapitre suivant, la suite du combat, dans les aventures, l'importance nocturne. Il y a tout dans Don Quichotte. Donc je pense que la connaissance de Don Quichotte, même si je l'ai abandonné depuis dans mes études permanentes, hein, reste quand même fondamentale dans mon approche de la littérature. D'accord. Ben, merci beaucoup pour ta gentillesse et ta générosité à partager tous ces souvenirs avec Oui, 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 ça fait loin tout ça, oui, effectivement, oui. nous. Mais mais je pense que quand on est jeune chercheur, il faut avoir en tête tout cela. Il ne faut pas avancer un peu trop les yeux fermés, quoi. Il faut avoir la foi et je pense que l'université, l'enseignement n'a de valeur que si on fait de la recherche en même temps, si on travaille. Mais travailler, ça ne veut pas dire, ne travailler qu'un auteur, qu'une période. Moi, j'ai trouvé absolument, désolant quand les gens me disent: «Je travaille de 1927 à 1929, je ne travaille que tel auteur, que tel genre». Je pense que sans tomber dans la dispersion, sans tomber dans le dilettantisme, la frivolité, on peut, heu, on peut travailler avec une certaine cohérence, avec une certaine, rigueur des champs voisins. Ensuite, je pense qu'il faut avoir toujours le souci de l'écriture. Je pense qu'il faut la recherche, c'est pas seulement, trouver dans les archives des documents, mais c'est aussi écrire soi-même des textes, hein, qui nous rapprochent des gens que l'on étudie justement, qui sont la plupart du temps des grands écrivains, caractérisés par une écriture. Et je pense qu'enfin, l'enseignement m'a montré et mes activités parallèles, qu'il n'y a pas qu'un seul discours. Qu'on ne s'adresse pas de la même façon à des étudiants de première année qu'à des étudiants de doctorat ou d'agrégation, qu'on n'écrit pas de la même façon quand on écrit pour un grand quotidien, on n'écrit pas de la même façon quand on écrit pour une revue littéraire, on ne dit pas les mêmes choses quand on fait une conférence, on a plusieurs discours, on a plusieurs styles. Et le grand problème justement des universitaires, c'est que souvent ils n'ont qu'un style et qui figé et qu'ils ne modifient pas. Moi, la réflexion qui m'avait frappé et que je retiens depuis, c'est quand Philippe Tesson, qui dirigeait le Quotidien de Paris, quand il avait accepté mon premier article, une double page sur l'Espagne, m'avait dit: «Votre article m'a plu parce que vous n'écrivez pas comme un universitaire». Et ça m'avait frappé parce que je l'avais fait sans m'en rendre compte d'ailleurs, mais ça prouvait bien qu'il fallait être universitaire quand on prépare la grecque, les étudiants à la grecque, mais qu'il ne fallait pas être universitaire quand on écrit dans un grand quotidien ou quand on écrit une critique littéraire. Voilà, variété, rigueur, passion. Merci beaucoup. Voilà. Merci à toi, bonne chance, Aurélien.